Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre ce matin un débat sur la mise en place des 35 heures à l'hôpital. Un débat demandé ici au Sénat par le groupe centriste. Alors vous le savez, la mise en place des 35 heures a créé de vrais problèmes d'organisation au sein des groupes hospitaliers. Ainsi, du fait des RTT, 2 millions de jours ont été accumulés par les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, sachez que François Hollande s'est engagé à répondre aux problèmes de sous-effectifs au sein des hôpitaux. Voilà, tout de suite, donc, on se dirige vers l'hémicycle. L'ordre du jour appelle le débat sur le bilan des 35 heures à l'hôpital à la demande du groupe UDI-UC. Et la parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Jean Arthuis. Monsieur le Président, Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, mes chers collègues, l'hôpital est au cœur de notre système de santé. Son coût, 65 milliards par an, est toujours l'objet d'interrogations, notamment à l'occasion des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Nous savons bien que les frais de personnel y prennent une place prépondérante. C'est pour cette raison que le groupe UDI-UC a souhaité établir le bilan des 35 heures à l'hôpital. Et plus globalement, il est peut-être temps de faire le point sur les 35 heures dans la fonction publique. La situation est suffisamment grave pour rompre avec les conventions de langage habituelles et sortir des clivages traditionnels qui nous ont cantonnés dans l'absence de décision et de réformes structurelles. Il est symptomatique que nous débattions aujourd'hui des 35 heures à l'hôpital au moment où le Président de la République entend réduire de 50 milliards les dépenses publiques. Au surplus, nous devons avoir à l'esprit que les frais de personnel représentent entre 65 et 75% du budget des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Rien de comparable avec les autres secteurs. C'est dans ce contexte exigeant que nous tentons enfin d'évaluer les bienfaits attendus et supposés de la grande réforme mise en œuvre par le gouvernement de Lionel Jospin dès son arrivée aux affaires. Partager le travail comme on partage un gâteau pour que chacun trouve un emploi. Sans doute aussi pour tirer profit des gains de productivité. Ce faisant, nous mettons les projecteurs sur le régime de travail des seuls agents de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire 1 150 000 personnes, sur un effectif global de 6 millions de personnes employées directement ou indirectement par les institutions publiques. S'agissant de l'hôpital, la situation, Madame la Ministre, vous le savez bien, est alarmante, tant les dysfonctionnements se multiplient. Si l'industrie et le numérique ont vocation à libérer les hommes d'une partie du temps qu'ils consacrent à leur travail, à proportion des avancées technologiques et de l'amélioration de la compétitivité qui en résulte, il n'en va pas de même dans le secteur de la santé et de l'assistance aux personnes. La présence, la disponibilité, l'attention et la relation humaine n'ont rien de commun avec les mécanismes qui traitent la matière. Le constat est aujourd'hui aveuglant. Les agents des hôpitaux sont en souffrance. Le malaise profond affecte avec la même acuité les établissements sanitaires, notamment les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. La sécurité, dans nombre de services, est en danger. Les plaintes, les doléances se multiplient de la part des résidents et de leurs familles. Faute de temps, les agents espacent le rythme des toilettes corporelles
et le nettoiement des chambres devient sommaire. Le patient voit sa condition largement dégradée. Aurait-on oublié le facteur humain? L'heure est venue de prendre la mesure des conséquences de l'utopie qui a inspiré la réduction du temps de travail, véritable pari intellectuel destiné au secteur concurrentiel pour lutter contre le chômage. Il est éclairant de rappeler que certains économistes, ceux de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, avaient estimé qu'en réduisant la durée du temps de travail, il deviendrait possible de créer 2 millions d'emplois. Leurs travaux avaient inspiré la proposition phare des candidats socialistes lors des élections législatives de juin 1997. C'est donc la loi qui met fin à toute démarche conventionnelle. Convenons-en, pari démagogique, puisque les salaires ne subissent aucune correction à la baisse. C'est travailler moins pour gagner autant. La prévision mirifique a bien vite été revue à la baisse. Je me souviens, à cet égard, des propos tenus par le directeur de l'OFCE le 7 janvier 1998 devant la commission d'enquête créée au Sénat à ma demande pour mesurer les conséquences prévisibles de la décision de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire du travail. Voici ce que déclarait Jean-Paul Fitoussi lors de son audition, je le cite. « En elle-même, l'idée est généreuse. Elle revient à partager de façon beaucoup plus équitable le fardeau du chômage sans le réduire globalement. On sent percer, dit-il, chez les économistes de l'OFCE qui ont procédé à l'étude, une pointe de regret. La loi des 35 heures est crédible parce qu'elle est réaliste, mais précisément pour cela, le partage du travail ne décrit plus l'utopie d'une société devenue si solidaire qu'elle fournit un travail à chacun et à laquelle ils avaient rêvé dans un précédent travail. En devenant loi, l'utopie devient réaliste, mais elle divise par presque 5 leurs espérances. 400 000 emplois au lieu des 2 millions auxquels ils avaient rêvé lors d'une précédente simulation. Dans cet exercice, les emplois publics n'étaient pas visés. Il s'agissait exclusivement du secteur concurrentiel. Faisant fi de tous les arguments économiques et sociaux, ignorant les enjeux de compétitivité liés à la mondialisation, réfutant les risques de délocalisation d'activités et d'emplois, niant les signes d'accélération de la désindustrialisation, la majorité de l'époque a voté les 35 heures. Le gouvernement, tenant les promesses des candidats en campagne, c'est à son honneur, a promulgué sa loi faisant naître l'espoir de réduire significativement le chômage. La suite, hélas, est connue. Après une baisse éphémère, le chômage ne cesse de progresser. La France se marginalise et les données publiées hier soir ne font que confirmer la tendance. Mais revenons à 1998. Dans un premier temps, suivant cela l'arbitrage du ministre du Travail de l'époque, Madame Martine Aubry, il n'était pas question d'étendre le dispositif aux agents de la sphère publique. Il est vrai que les simulations utopistes de l'OFCE, comme je viens de le rappeler, n'avaient pas pris en compte l'application des 35 heures dans la sphère publique. C'est par décret d'août 2000 que la réduction du temps de travail a été étendue aux 3 fonctions publiques. Les effectifs ont rapidement progressé, passant de 4 830 000 en 1998 à 5 360 000 fin 2011. La fonction publique hospitalière a suivi cette tendance, mais plus rapidement. Aux mêmes dates, le nombre d'agents évolue de 930 000 à 1 130 000, soit plus 21,5 %. Depuis 2011, la progression s'est maintenue. Dès l'extension des 35 heures, les effectifs avaient bondi et les charges personnelles progressaient significativement. Sur le terrain, les réponses ont été diverses, selon les cultures locales et la nature du dialogue social. Dans le centre hospitalier de Château-Gontier, en Mayenne, que je connais bien parce que j'en préside le conseil d'administration depuis quelques années déjà,
Dans ce centre hospitalier, le directeur et les représentants du personnel avaient fait preuve d'un réalisme responsable. Le gouvernement, vous vous en souvenez, avait alloué un supplément de ressources de 5%. Et dans ces conditions, les recrutements ont été régulés à cette hauteur, ce qui a nécessité la mobilisation de toutes les marges de progression pour économiser 5 à 6% du budget. Au même moment, convenons-en, le gel implicite des salaires, discrètement imposé, a permis de tenir relativement le cap. Dans l'organisation du travail, il n'a pas été possible de réduire la durée quotidienne du temps de travail dans la proportion de 39 à 35. Les 8 heures sont devenues 7h45 afin de permettre la transmission des informations entre les équipes de soignants pour faire l'état sur la situation des malades pris en charge. Ce dispositif a donc abouti à la multiplication des journées de RTT, créant des perturbations dans les services du fait de la succession des interlocuteurs au détriment des personnes hospitalisées et des agents eux-mêmes, dont les plannings, bien souvent, sont totalement bouleversés et peu cohérents. Au-delà des hôpitaux, dans les maisons de retraite et les EHPAD, des établissements habilités à accueillir des personnes âgées dépendantes, dans les établissements sanitaires relevant de l'UNIOPS, opérateurs de l'État, opérateurs des départements, accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, dans les foyers d'hébergement de jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, les prix de journée ont atteint des niveaux difficilement supportables par les pensionnaires comme par leurs familles. Corrélativement, le recours aux finances publiques s'est considérablement alourdi. Les gestionnaires de ces établissements tentent, bien sûr, de contenir la masse salariale. C'est ainsi que les contrats précaires se multiplient, emploi d'avenir et contrats jeunes, une sorte de sous-fonction publique dont souffrent nombre de jeunes. À défaut de réformer le statut de la fonction publique ou certaines conventions collectives, je pense à celle de l'UNIOPS, un espace de précarité s'est largement développé dans les établissements du secteur sanitaire. Face aux impératifs de maîtrise des dépenses, les pressions se font vives pour réduire le nombre de journées de RTT. Il en résulte un climat de tension, un climat d'incompréhension et de stress. Si tous les droits acquis au titre des RTT, Madame la Ministre, des millions d'heures, étaient comptabilisés dans les dettes des établissements, nombre de ceux-ci seraient déficitaires ou plus encore déficitaires qu'ils ne le sont en apparence. Autrement dit, la réalité des charges est masquée parce que les provisions qui devraient être constituées à la fin des exercices ne sont pas transcrites dans les bilans. L'utopie des 35 heures n'a en aucune façon répondu à l'objectif de ses concepteurs dans le secteur marchand. La désindustrialisation s'est poursuivie, les délocalisations d'activités et d'emplois se sont accélérées et le chômage de masse explose. Je l'ai dit, les données publiées hier soir confirment malheureusement cette tendance. Non prévue à l'origine, son extension à la fonction publique a incontestablement créé des emplois, sans doute plus de 650 000 en tenant compte des effectifs des opérateurs de l'État et des opérateurs des départements dans le secteur médico-social. Mais ceci n'a fait qu'aggraver la dérive budgétaire, faute à mes yeux accablante et comble de l'hypocrisie politique. Pire, les conditions de travail en milieu hospitalier et dans les établissements médico-sociaux se sont dégradées au point de mettre en péril la sécurité et le respect dû aux personnes. À mes yeux, c'est un fiasco. L'heure est venue pour le gouvernement de sortir enfin du déni de réalité. Nous avons bien compris que nous avons le devoir impératif de réduire de 50 milliards d'euros le montant des dépenses publiques. Nous devons également maintenir au meilleur niveau la qualité des soins dans les hôpitaux comme celui de l'accueil dans les établissements sanitaires et sociaux. Dès lors,
les 35 heures ne peuvent rester en l'état. C'est une évidence à l'hôpital. Mais plus globalement, la question doit être posée pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, fonction publique d'État. L'enjeu global, Madame la Ministre, peut être évalué à une vingtaine de milliards d'euros. Le diagnostic étant posé, je souhaite que nous puissions renoncer au dogmatisme habituel, faire taire l'esprit partisan et avancer courageusement vers les réformes structurelles qui conditionnent le redressement de la France. Sans remise en cause des 35 heures, les 50 milliards d'économies annoncées par le Président de la République sont un mirage. Avant de conclure, je veux interroger le gouvernement à propos de son projet de loi sur l'autonomie, que vous avez qualifié, Madame, de grand chantier du quinquennat, dont l'examen et le vote sont annoncés pour la fin de l'année 2014. Nous le savons bien, les attentes sont vives et légitimes. Pour y répondre, de nouveaux moyens vont devoir être mobilisés. Combien de milliards? Quel plan de financement pour cette nouvelle avancée tendant à répondre aux attentes des personnes âgées dépendantes? L'extension des 35 heures dans la fonction publique hospitalière, Madame, est un échec. Il convient donc d'y porter remède sans plus attendre. Le retour aux 39 heures ne peut plus être différé. Les modalités doivent faire l'objet de dialogue et de négociations. C'est désormais une affaire de lucidité et de courage pour les responsables politiques comme pour les partenaires sociaux qui doivent aussi penser à ceux qui n'ont pas de travail. L'utopie, c'est l'idée que les 35 heures pouvaient résoudre le problème du chômage. Et le mirage, c'est de croire que nous pourrons réduire de 50 milliards les dépenses publiques sans remettre en cause l'utopie que constituent les 35 heures. Eh bien, l'utopie et le mirage ne peuvent plus longtemps masquer ce qui ne tarderait pas à s'apparenter à une lâcheté politique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Catherine Génisson pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai entendu le réquisitoire incisif concernant l'application des 35 heures à l'hôpital de notre collègue Jean Arthuis. Et mes chers collègues, vous comprendrez que je n'en partage pas le constat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite porter témoignage du fonctionnement de l'hôpital public comme accompagnante récente d'une personne soignée. Et je vais souligner la compétence professionnelle associée à des conditions d'accueil de grande qualité de l'ensemble des personnels, tant médicaux que paramédicaux, et ce va un peu à l'encontre du constat un peu délétère que vous avez fait, mon cher collègue. Mais je veux aussi souligner leur demande très forte de reconnaissance et celle de retrouver les repères de leur parcours professionnel à l'intérieur de la communauté hospitalière. Il est effectivement important d'agir et c'est l'une des priorités de la loi de santé publique. Traiter du sujet de l'application des 35 heures à l'hôpital, et je m'en tiendrai à ce sujet, suppose de dissocier les médecins du personnel paramédical et administratif. La réduction du temps de travail résulte de 2 protocoles d'accord. Celui du 27 septembre 2001 qui concerne la fonction publique hospitalière et celui du 22 octobre qui concerne les personnels médicaux. Pour les personnels paramédicaux, il s'est agi le plus souvent de réduire le poste de travail à 7h45, dites-vous, 7h30, avec l'attribution de 15 jours de repos compensateurs par an intégrés dans les cycles de travail. Il était souhaité de rechercher des gains en termes de rationalisation et d'organisation des soins. Force est de constater que cette mise en place de la réduction du temps de travail n'a pas été évidente à se concrétiser. J'avais participé fin 2002, début 2003, à une mission parlementaire présidée par notre collègue maire René Coineau sur le sujet de l'organisation interne des hôpitaux
Et je dois reconnaître que très souvent, les personnels hospitaliers rencontrés exprimaient leurs difficultés à mettre en place ce nouveau dispositif d'organisation du travail. 2 raisons, me semble-t-il, face à ce constat. L'inadéquation entre les besoins, y compris quand les créations de postes existaient, et la demande, dès lors que les écoles d'infirmières en particulier ne formaient pas le nombre de personnels nécessaires. La 2e raison est peut-être plus importante. Une demande d'application rapide de la réforme n'a pas permis l'application qualitative qui aurait dû, après une évaluation fine du fonctionnement d'un service, permettre de faire des propositions qui prenaient en compte une nécessaire complémentarité entre les différents professionnels. Trop souvent, la réduction du temps de travail a été appliquée par filière professionnelle et cela a pu engendrer des dysfonctionnements. Pour les personnels médicaux, la mise en place de la réduction du temps de travail s'est faite de façon concomitante à la transcription de la directive européenne relative à leur temps de travail. Dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail depuis 2002, les praticiens bénéficient d'une réduction forfaitaire de la durée annuelle de travail de 20 jours. Ils peuvent ouvrir un compte épargne-temps et y affecter congé aux jours de réduction du temps de travail non pris ou jours de compensation des plages de temps de travail additionnels non indemnisés. En effet, et c'est la transposition de la directive européenne, a mis en place un certain nombre de dispositions, comptabiliser les gardes comme temps de travail effectif, c'est ça, je crois que c'est très très important pour la prise en compte du parcours professionnel des praticiens hospitaliers, créer l'indemnité de suggestion versée pour chaque période de garde intégrée dans des obligations de service, recourir à du temps de travail additionnel sur la base du volontariat, confirmer l'obligation de repos quotidien, au moins 11 heures consécutives par période de 24 heures, et je crois que ça c'est très important. Pour avoir longtemps exercé comme praticien hospitalier anesthésiste dans un centre hospitalier, il était évident qu'après 48 heures de garde où on avait été quasiment debout tout le temps, il était quand même dangereux de recommencer son poste de travail après le week-end à 8 heures du matin. Et considérer le temps de travail accompli durant les périodes d'astreinte à domicile comme du temps de travail effectif et indemnisé forfaitairement. Et la principale modification du temps de travail des médecins à l'hôpital ces dernières années est donc moins la mise en place de la réduction du temps de travail que l'intégration des gardes dans ce temps de travail associé, je viens de le souligner, à l'obligation de repos quotidien et à l'interdiction de prendre de façon cumulative des gardes de suite. La mise en place de la réduction du temps de travail a conduit à mettre en place de nouveaux outils de gestion, comme les comptes épargne-temps que je viens d'évoquer, et dont le format s'est adapté au fil du temps. Le compte épargne-temps a été créé pour permettre aux agents de la fonction publique hospitalière d'y porter une partie des jours de congés annuels non pris, ainsi qu'une partie des jours accordés et non pris au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées. Le compte épargne-temps a également été créé pour les personnels médicaux, je viens de l'évoquer. Il faut acter que les personnels paramédicaux ont peu recours au compte épargne-temps. Les bilans successifs de l'application des 35 heures ont montré la nécessité de travailler sur l'accumulation des jours de congé et des jours de RTT non consommés. Il a fallu adapter la réforme. Tout cela pour aboutir au décret du 6 décembre 2012 qui prévoit notamment qu'un maximum de 10 jours peut être intégré chaque année dans le compte épargne-temps avec un plafond maximal de 60 jours, mais que ce compte épargne-temps a une durée illimitée. Aujourd'hui, quel constat pouvons-nous faire ? L'application des 35 heures dans la fonction publique hospitalière est, j'allais dire, unanimement plébiscitée, quels que soient les personnels concernés, médicaux, paramédicaux, administratifs. Pour autant, on ne peut ignorer les tensions qui existent, en particulier au regard de l'intensification des rythmes de travail. Et il y a des causes endogènes à l'hôpital, mais aussi externes. Parmi les causes endogènes, on peut citer la nécessité d'adapter de façon permanente pour les personnels leur travail au regard des progrès de la médecine, la nécessité d'adaptation pour répondre aux changements d'organisation du travail à l'hôpital, tels que le développement de la chirurgie ambulatoire, l'hôpital de jour, l'hôpital de semaine par exemple, et la demande qui est faite à l'ensemble des personnels de travailler sur tous les postes de travail, matin, après-midi, nuit, quand auparavant cette organisation de travail se déclinait principalement dans les services de soins intensifs. Cette exigence d'organisation de travail est favorable à la prise en charge du patient.
quand ces temps de vie sont différents, le matin, l'après-midi, la nuit, mais ce mode d'organisation entraîne une pénibilité accrue pour le personnel, quand auparavant, les postes de jour et de nuit étaient dissociés. Les causes de tension sont aussi externes à l'hôpital. En effet, si celui-ci est toujours le recours quand il y a défaillance de l'organisation du système de santé, il lui est difficile d'en absorber les conséquences en permanence. Et je ne prendrai que l'exemple du sujet de la permanence des soins. Le constat des difficultés d'organisation du système libéral conduit à l'augmentation permanente de la fréquentation des services d'urgence, qui, par ailleurs, ont en aval des difficultés à faire hospitaliser les patients dans les services quand ces derniers sont souvent de plus en plus spécialisés. Vous avez d'ailleurs fait des propositions en la matière, Madame la Ministre, en proposant qu'il y ait une personne qui régule les entrées dans les services à partir des urgences de nos patients. Madame la Ministre, vous travaillez bien sûr activement à trouver des solutions à ces sujets et en particulier à la réorganisation de la médecine de premier recours. Face aux tensions des conditions de travail à l'hôpital résultant de problèmes de disponibilité des personnels, il est important d'en faire un diagnostic fin entre, d'une part, le manque structurel de personnel à l'intérieur de l'hôpital, conséquence de réorganisation lourde, et je dois dire que depuis 10 ans, on en a subi, et d'autre part, l'obligation d'assumer des dysfonctionnements de l'organisation de notre système de santé, et j'évoquais à l'instant le sujet de la permanence des soins. Au nom de mon groupe politique, je veux exprimer notre attachement à l'application des 35 heures dans la fonction publique hospitalière, tout en reconnaissant les réelles difficultés d'application lors de leur mise en place. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les 35 heures ne sont plus le sujet. S'il y a bien un lieu de travail où elles sont légitimes, c'est bien la fonction publique hospitalière, quand en particulier, elle constitue l'une des réponses à la pénibilité tant physique que psychologique de l'ensemble des métiers hospitaliers. Aujourd'hui, nous avons à nous mobiliser sur la réorganisation du soin primaire, sur la démocratie sanitaire, sur l'obligation de redonner sens et cohérence au service public hospitalier, d'adapter la gouvernance à l'hôpital. Ayant commis avec notre collègue Alain Milon un rapport sur le sujet des coopérations entre professionnels de santé, il nous semble que nous pourrions travailler à des propositions qui permettraient, entre autres, de valoriser les professions socles en développant les possibilités d'évolution de carrière de soins. Les infirmières, par exemple, pourraient avoir la possibilité, à côté de promotion dans la carrière administrative de cadre, évoluer dans la carrière soins et peut-être pourrions-nous définir des infirmières cliniciennes. Ces priorités, Madame la Ministre, aux solutions desquelles vous travaillez dans le cadre de la préparation du projet de loi de santé publique, sont attendues avec intérêt. Et nous savons pouvoir compter sur votre engagement, votre détermination, Madame la Ministre. Nous vous en remercions et nous serons à votre côté. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je ne suivrai pas, moi non plus, le réquisitoire que nous venons d'entendre contre les 35 heures à l'hôpital. Les écologistes sont et ont toujours été pour la réduction du temps de travail. Nous préconisons d'ailleurs une négociation sociale urgente sur la réduction du temps de travail tout au long de la vie, avec comme objectif d'encourager les employeurs et les salariés à avancer sur cette question. L'hôpital est l'un des lieux de travail où cette réforme peut prendre tout son sens. La charge physique et émotionnelle des personnes qui y travaillent, quel que soit leur poste, est énorme. Les horaires y sont atypiques, évidemment, car les patients doivent faire l'objet d'une attention continue. Il ne faut de surcroît jamais baisser la garde sur la qualité de son travail, qui est directement corrélée à la qualité de l'accueil, de l'écoute et des soins apportés aux patients, ces trois variables ayant un impact direct sur leur état de santé. Aussi, la réforme des 35 heures, qui est une des avancées sociales majeures du gouvernement de Lionel Jospin, avait-elle un sens particulier à l'hôpital? Cette réduction du temps de travail a été mise en œuvre sur la base de 2 protocoles, le premier datant du 27 septembre 2001, en ce qui concerne les personnels non médicaux, et le second du 22 octobre 2001, en ce qui concerne les personnels médicaux. Le protocole dédié aux personnels non médicaux proposait notamment d'améliorer les organisations de travail, les conditions
de vie au travail avec une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et de 32h30 pour les personnels de nuit, des heures supplémentaires limitées à 20, puis 15, puis 10 par mois. Il prévoyait aussi la création de 45 000 emplois non médicaux répartis entre le secteur sanitaire, 37 000, et le secteur social et médico-social, 8 000. Ensuite, le protocole concernant les personnels médicaux proposait le financement de l'intégration des gardes dans le temps effectif de travail, la rémunération d'une partie des plages additionnelles, la création de 3 500 emplois médicaux, ce qui correspondait à un chiffre réaliste compte tenu des capacités de recrutement, mais qui nécessitait là aussi un effort de rationalisation dans l'utilisation du temps médical. Par la suite, un contrat d'assouplissement a été conclu en janvier 2003, introduisant la possibilité de payer des jours de congé non pris du fait de la montée en charge de la RTT, et qui a élargi également les conditions d'utilisation des comptes épargne-temps. En énumérant ces conséquences de la réforme, on mesure l'avancée sociale qu'elle a constituée pour tous les personnels hospitaliers. Mais il faut avouer, en effet, que tout n'a pas été aussi simple ni aussi fluide. De fait, les créations d'emplois non médicaux n'ont pu être effectives dès janvier 2002. Elles se sont étalées du point de vue des autorisations notifiées aux établissements entre 2002 et 2004. Et à ces délais s'est ajouté, selon les établissements, selon les régions, un laps de temps plus ou moins important pour le recrutement, selon le contexte de pénurie des personnels. Et par ailleurs, il semble que le nombre des emplois créés ait été inférieur aux chiffres initialement prévus. Au lieu des 37 000 emplois non médicaux supplémentaires prévus dans le secteur sanitaire, seuls 35 000, par exemple, ont été créés. Et par ailleurs, le recrutement des 3 500 postes médicaux prévus pour combler les RTT des professionnels de santé, là encore, la totalité de ces postes n'a pas été pourvue, faute de candidats et surtout faute de crédits accordés aux établissements pour embaucher, compenser l'effet de la mesure. De toute manière, la Cour des comptes indique dans son rapport de mai 2006 sur les personnels des établissements publics de santé que même les postes annoncés ne suffisaient déjà pas à compenser la baisse du temps de travail. Alors, au-delà des créations d'emplois, les 35 heures couplées avec une maîtrise des effectifs étaient supposées amener les services à effectuer des gains de productivité pour compenser la perte de volume horaire, en réduisant par exemple les chevauchements d'équipes, en mettant en commun les moyens. Au lieu de cela, la réforme a débouché, c'est vrai, sur une dégradation du service public à l'hôpital. Pour limiter les dégâts et assurer la continuité du service public, un certain nombre de personnels, principalement les médecins, ont dû repousser la prise de l'RTT. Entre 2002 et 2012, ce sont ainsi plus de 2 millions d'heures de RTT qui ont été stockées. Or, les RTT ne peuvent être prises que dans un délai maximum de 10 ans et en 2012 a donc été laissé le choix aux personnes concernées de se voir payer ces RTT, de les convertir en points retraite ou de prendre des congés, ce qui, en effet, a engendré un surcoût pour les hôpitaux de près de 600 millions d'euros. Les hôpitaux n'ayant pas tous suffisamment provisionné pour financer ces RTT retardés, cela a créé des problèmes budgétaires chez un certain nombre d'entre eux. En 2012, les comptes épargne-temps ont en conséquence été modifiés de façon à ce que la possibilité de stocker des congés soit réduite. Alors, au final, quel bilan tiré de la mise en œuvre des 35 heures dans les hôpitaux publics? Celui que l'idée était bonne et salvatrice, mais que sa mise en œuvre, forcément complexe, a connu des failles, des difficultés, parfois importantes, que nous devons examiner, dont nous devons tirer des leçons rapidement et en tirer également donc des propositions. Ce qui est sûr, c'est qu'il est inutile, nous semble-t-il, aux gouvernements qui se sont succédés depuis, de se rejeter la faute. L'ondame insuffisant des PLFSS successifs, le poids des déficits des comptes sociaux sont, par exemple, également des variables importantes qui ont complexifié fortement l'application de la réforme. Alors, pour nous, la mise en place des 35 heures à l'hôpital n'était ni une utopie, ni un objectif démagogique. En effet, sa mise en œuvre a rencontré de graves difficultés de mise en place devant lesquelles nous sommes. Nous pensons que les débats que nous aurons prochainement lors de l'examen du projet de loi de santé publique nous permettront d'intégrer cette question à d'autres questions dans ce sujet plus vaste d'une réforme du système de la santé publique. Nous verrons comment articuler, par exemple, cette question
et cet objectif qui doit perdurer, des 35 heures, et de la réduction du temps de travail, à la façon de réduire les déficits de l'assurance maladie, de lutter contre les inégalités dans l'accès aux soins à la santé, de placer plus au cœur de notre politique des systèmes de prévention, d'améliorer plus généralement le fonctionnement de l'hôpital public, tout cela en développant la démocratie sanitaire. Nous aurons donc l'occasion de nous pencher plus longuement, à nouveau, dans un sujet beaucoup plus vaste sur cette question des 35 heures à l'hôpital. Je vous remercie. Merci, Madame. La parole est au président Gérard Larcher pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier le groupe de l'Union centriste UDI d'avoir permis ce débat, et tout particulièrement Jean Arthuis, car il me paraît important, au bout de 10 années, que nous fassions le point ici, sans phare et sans mot d'apparence, sur le bilan d'une mise en place qui a profondément bouleversé l'hôpital public, tout comme d'ailleurs la réforme du temps de travail a bouleversé profondément, j'allais dire, un certain nombre d'équilibres dans notre pays, au point d'être un des facteurs, pas le seul, de la perte de compétitivité. Je voudrais simplement qu'on réfléchisse sur un tout autre sujet, qu'en 2004, la filière agroalimentaire dans notre pays faisait de notre pays le premier pays en Europe, que nous serons bientôt le 4e, derrière l'Allemagne, les Pays-Bas et bientôt l'Italie, et que ces réalités-là, il va bien falloir que nous les prenions à bras-le-corps, au-delà des choix idéologiques des uns ou des autres, car il s'agit de l'avenir de notre pays. Mais revenons à l'hôpital. Plus de 10 ans après sa mise en place, cette loi sur les 35 heures et cette mise en place à l'hôpital ont profondément modifié la gestion du temps de travail et tout particulièrement, et c'est le point le plus important, l'organisation des soins. Ces impacts sont d'autant plus forts qu'ils sont intervenus dans un contexte hospitalier caractérisé par une évolution forte des modes de prise en charge. Un Ondam hospitalier faible, une pénurie d'infirmiers diplômés d'État à partir de 2008 et une pénurie de médecins hospitaliers dans certaines spécialités. Quels sont donc ces impacts majeurs constatés pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux et quelles pourraient être les pistes d'évolution? Tout d'abord, impact des 35 heures à l'hôpital. Des impacts sociaux, je le dis, d'apparence positive en termes d'avantages individuels et, j'allais dire, de paix sociale. Les 35 heures ont procuré des avantages individuels certains en termes de jours de récupération, d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ils ont été un levier d'une certaine tranquillité sociale et l'occasion, quand ils ont été conduits, d'une assez large concertation à l'intérieur des établissements. Mais la loi a fait de la durée du temps de travail le cœur des discussions, au détriment de l'aménagement et de l'organisation du temps de travail, avec des accords, il n'est que de lire un certain nombre de rapports, avec des accords trop souvent déséquilibrés par souci de tranquillité sociale ou du fait d'enjeux politiques locaux, faute d'une révision suffisante des organisations du travail. Second des impacts qui me paraît majeur et lui négatif est sur la continuité du service public à l'hôpital. Depuis 2002, et je demande que chacun réfléchisse et regarde dans son territoire, les fermetures de lits se sont généralisées pendant les congés d'été. Ça, c'est une réalité concrète. Les amplitudes horaires de travail ont diminué, faute de recrutement à la hauteur des besoins. Voilà la réalité. Dès lors, la continuité des organisations est en fait utilisée comme variable d'ajustement. Les 35 heures ont accentué les divergences d'organisation entre les établissements. Et j'y reviendrai dans quelques propositions. Dans les établissements ayant accordé de nombreuses RTT, le temps de travail a été arithmétiquement réduit
sans pour autant, la plupart du temps, que les organisations du travail, et j'y reviens, ne soient réellement modifiées. À activité constante, la création de postes médicaux et non médicaux a été alors insuffisante pour compenser la baisse du temps de travail liée au passage à 35 heures. L'un des exemples les plus frappants des effets organisationnels des 35 heures est, pardonnez-moi, au travers du prisme du cadre de santé dans un hôpital, qui est au fond la principale victime des 35 heures. Plongés, noyés dans les plannings, les cadres de santé ne sont plus perçus que comme des gestionnaires déconcentrés des temps de travail et non comme des animateurs des unités de soins, qui est leur fonction essentielle. Ils doivent gérer les effets des 35 heures aussi sur la mentalité des agents, en ajustant les organisations des temps de travail, des soins, des parcours de soins, ainsi que de ces modes managériaux pour répondre à ces évolutions. Ils doivent tenir compte du changement de paradigme à l'hôpital, qui veut que le temps individuel prime dorénavant sur le temps collectif. Et puis, parlons finances. Ceci a été évoqué par ma collègue, création de 35 000 postes non médicaux, 3 500 postes médicaux. Ce partage du temps de travail s'est traduit en fait par un alourdissement sans précédent de la masse salariale des établissements. La réduction du temps de travail a créé des charges financières de gestion des jours de RTT. Et si la durée du travail de nuit, ramenée à 32 heures par semaine pour le secteur public, est un élément d'attractivité certain, son coût est élevé pour les établissements. Mais, ceci a été évoqué, le cumul des RTT a généré un stock de comptes épargne-temps très important entre 2002 et 2012. 2 millions d'heures stockées. Or, ces 2 millions d'heures devant être prises au plus tard en 2012, les hôpitaux ont en fait payé une grande partie de ces jours stockés, avec un surcoût de 600 millions d'euros pour les finances hospitalières. Voilà la réalité. Enfin, le recours à l'intérim paramédical, qui, certes, a tendance à diminuer ces derniers mois, mais le recours à l'intérim médical qui, lui, augmente. Et si je prends ce qui est versé aux sociétés d'intérim et les chiffres 2011, plus aux rémunérations directes des contractuels qui sont des intérimaires, c'est 767 millions d'euros. Cette diminution du temps de travail, censée inciter les établissements à mieux maîtriser leurs effectifs et à réaliser des gains de productivité, ne s'est pas réellement concrétisée. Aux conséquences financières, c'est donc ajouter une dégradation des conditions d'exercice du service public à l'hôpital et un bouleversement du rapport des professionnels à la valeur travail. Alors, quelles évolutions paraissent souhaitables? Je n'entrerai pas ce matin dans le débat sur la question du temps de travail, mais c'est un débat essentiel et qui dépasse la seule fonction publique hospitalière, la seule fonction publique. Il est posé pour tout le pays. Il s'agit d'abord, me semble-t-il, et c'est une responsabilité, Madame la Ministre, que vous avez, que les agences ont, et de soutenir les établissements dans la révision de leurs accords locaux. Afin de rétablir un certain nombre d'équilibres budgétaires, nombre d'établissements ont procédé ou sont en train de procéder à la révision de leurs accords locaux, certains étant très généreux. Ces démarches doivent être soutenues par les pouvoirs publics. Elles sont difficiles, parfois impopulaires. Le redressement des finances hospitalières, objectif affiché par le gouvernement, est aussi à cette condition. Et il est essentiel que ce ne soit pas par une uniformisation au plan national, mais bien au niveau de chaque territoire, avec une coordination entre les établissements. Il faut aussi recentrer les processus organisationnels autour de la prise en charge du patient. Depuis 12 ans, on planifie le temps de travail et ensuite on planifie des prestations de prise en charge. Ensuite, il faut recentrer le processus organisationnel autour du soin et remettre les processus de prise en charge au cœur des préoccupations. Le cœur du process, ce doit être le malade et ça doit être le cœur des décisions que nous prenons. Il faut ainsi évaluer les organisations requises, les prestations de soins réalisées et planifier les temps de travail qui vont permettre de les réaliser. L'enjeu est de rapprocher aussi au maximum
les organisations du travail du personnel médical et du personnel non médical au sein de chaque établissement. Enfin, il me semble important d'utiliser l'annualisation du temps de travail pour mettre en place ce qui n'existe pas, une politique à destination des seniors. Alors qu'il n'existe pas aujourd'hui de politique spécifique pour les seniors travaillant à l'hôpital, l'annualisation du temps de travail doit être utilisée comme un levier d'accompagnement de populations soignantes dans la troisième phase de leur vie professionnelle. Elle doit permettre de développer une politique managériale des seniors. Un cumul des comptes épargne-temps sur les 3 dernières années pourrait par ailleurs permettre un départ progressif à la retraite et agir sur la pénibilité et permettre le transfert de compétences vers de plus jeunes professionnels. Enfin, il faut revoir les organisations hospitalières dans le cadre du service public territorial de santé. Les démarches de renégociation des accords locaux doivent être conduites dans un cadre territorial, dans lequel les hôpitaux d'un même territoire définiraient ensemble de nouvelles règles et de nouvelles organisations. Comment voulez-vous parler de groupements de coopération sanitaire, de communautés hospitalières de territoire, si il n'y a pas une certaine logique d'organisation qui permette la continuité? Enfin, je le dis, il va falloir simplifier, et j'allais dire, puisque le mot est à la mode, créer un choc de simplification de la réglementation du temps de travail. La réglementation du temps de travail est, vous le savez, complexe, abondante, et je n'évoque pas les débats que nous avons tous eus sur les temps d'habillage, de déshabillage, de passation de consignes, toutes ces réalités, on en oubliait pourquoi c'était faire. Tout cela, il est capital que les acteurs du terrain bénéficient de plus de souplesse et d'autonomie pour gérer le temps de travail des personnels médicaux et non médicaux, afin de s'adapter aux réalités territoriales et aux besoins réels des organisations. Voilà pourquoi cette simplification doit s'accompagner aussi d'un système d'information performant, qui réduit ce que j'appelle aussi la pénibilité, entre guillemets, d'application des 35 heures. Enfin, c'est un point essentiel. Si on veut faire, j'allais dire, de ce sujet un sujet positif, il faut qu'on réinvente ce qui n'existe que trop peu à l'hôpital public, de management des personnels. Et c'est un point, me semble-t-il, tout à fait essentiel au cœur de la stratégie des établissements publics. Et l'enjeu est la mise en place d'une gestion des ressources humaines plus ouverte, plus responsabilisante, basée sur l'éthique des pratiques professionnelles et plus intégrée, j'y reviens, au territoire. Alors, je vous le dis, Madame la Ministre, il va falloir repenser le statut de l'hôpital. Ce statut de l'hôpital pour lui permettre réactivité et capacité d'adaptation aux enjeux de santé publique, aux réalités territoriales. Cette évolution doit à la fois rassurer les professionnels, mais en même temps donner les moyens aux hôpitaux de mettre en place des organisations de travail modernes, adaptées aux besoins des patients, à leurs responsabilités territoriales, à l'émergence de plus en plus grande de l'hospitalisation à domicile et des réalités de la prévention. Il faut donc une autonomie des acteurs, un assouplissement et une simplification de la réglementation. Voilà quelques mots-clés, me semble-t-il, pour l'avenir de l'hôpital public. Mais je voudrais le redire, car j'étais à l'époque président d'une grande fédération des hôpitaux publics, au moment où j'ai rencontré et débattu avec, à l'époque, Mme Aubry et M. Kouchner de ce dossier. Je pense qu'on a affaibli l'hôpital public de manière, j'allais dire, extrêmement forte, en mettant en place ces 35 heures de cette manière à l'hôpital public. Qu'on réfléchisse sur le temps, mais sur les organisations me paraît utile, et je pense qu'il y a eu une partie du débat qui n'était pas inutile. Mais en même temps, on a alourdi considérablement la facture d'un système de santé qu'on a mis en partie en péril, et notamment dans la continuité des soins. Eh bien, je pense que l'hôpital doit continuer à s'adapter, à évoluer, qu'on ne pourra pas avoir des plateaux techniques partout, qu'on ne pourra pas avoir des professionnels partout, mais il y a un sujet. Comment on répond avec qualité et égalité aux besoins de santé de tous nos compatriotes? Ça, c'est un enjeu pour le Parlement. Et en même temps, l'enjeu posé par Jean Arthuis tout à l'heure. Comment fait-on alors que nous savons
qu'il va falloir que nous trouvions 50 milliards d'économie de la dépense publique, que cette réalité-là, elle est incontournable, au point d'ailleurs que les autorités européennes s'interrogent sur notre capacité à revenir, ce qui n'aurait dû être qu'une barrière maximum, 3%, et qui n'aurait d'ailleurs jamais dû exister sans doute pour nous éviter des tentations. Eh bien, la dimension des dépenses de santé n'échappera pas. Et si nous voulons répondre autrement que par la pénurie ou par le faux-semblant, il va falloir qu'on accepte de revoir notre système d'organisation à l'hôpital. Et notre système d'organisation passe aussi par une capacité à revoir le temps de travail. Ceci peut se faire d'une manière imaginative, qui ne soit pas contraint, qui soit le fruit de négociations. C'est ce à quoi nous sommes appelés, car sinon les réveils seront douloureux et se feront sur le dos de la réponse de santé pour l'ensemble des Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Marie Bockel pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Si le bilan des 35 heures est globalement décevant, voire négatif, à l'hôpital, il est en effet extrêmement préoccupant. C'est pour cela que Jean Arthuis et le groupe UDI-UC ont demandé ce débat, parce qu'au regard de la réduction du temps de travail, il y a en effet une spécificité de l'hôpital. Les 35 heures lui ont coûté cher, trop cher, à tous égards. Début 2012, le gouvernement de l'époque a mis en place un plan d'appurement échelonné sur 4 ans. Nous sommes en 2014, à mi-parcours. Un bilan d'étape également, à cet égard, s'imposait. Et la première chose qui frappe quand on aborde cette question, c'est le vide. Mes chers collègues, tous les collaborateurs qui nous ont aidés, qui vous ont aidés à préparer ce débat, pour vous le dire, il est très difficile de trouver de la documentation sur le bilan en 2014 des 35 heures à l'hôpital. On peut se demander si, face à l'ampleur du problème, une sorte de tabou ne s'est pas constitué. Mais d'abord, de quel problème parle-t-on? Pas du problème des 35 heures en général, c'est-à-dire de la réduction du temps de travail dans le secteur marchand. Dans le secteur marchand, le bilan des 35 heures est au mieux décevant, au pire négatif. Il est décevant si l'on considère le nombre d'emplois créés. Tel était bien l'objet des lois Aubry, lutter contre le chômage, créer de l'emploi en le partageant en quelque sorte comme un gâteau. J'avais d'ailleurs à l'époque organisé à l'Assemblée nationale, en tant que député de la majorité de l'époque, un colloque que j'avais intitulé « Comment réussir les 35 heures ?» Donc esprit à la fois critique et constructif. Déjà, à l'issue de nos travaux, il ressortait un constat partagé par la plupart des intervenants. Et il y avait là Martine Aubry, Gilles de Robien, des syndicalistes, des représentants du monde de l'économie. Et nous partagions l'idée, en tout cas la plupart, à savoir que la réduction du temps de travail n'était pas une recette miracle en matière de création d'emplois, au-delà de ses apports dans d'autres domaines. Et ce débat, ce colloque s'était tenu entre les deux lois. Et j'espérais à l'époque, en bon soldat ayant voté la loi, mais tout de même critique à bien des égards, infléchir le deuxième texte, rendre au fond la démarche concrète, pragmatique, adaptée à la réalité. Je vous dis ça pour dire que moi je n'avais pas d'a priori totalement négatif, mais tout de même une certaine prudence, et malheureusement cette démarche n'a pas été écoutée. Les 35 heures auraient en effet, je reviens au secteur marchand, créé 350 000 emplois. Le chiffre fait consensus, mais on est bien loin des chiffres mirobolants cités par Jean Arthuis et avancés par les promoteurs de la réforme, soit environ 2 millions d'emplois. Le bilan est donc bien décevant. En revanche, dans le même temps, ce sont 650 000 emplois publics et parapublics qui ont été en effet créés par la RTT, presque le double. Voilà qui est à la fois frappant et instructif. Au départ, les 35 heures ne devaient pas être étendues à la fonction publique. C'est par décret d'août 2000 qu'elles l'ont été. Pourquoi? Pour des raisons politiques, bien sûr. Il y avait forcément une demande qui s'était exprimée ici ou là, mais pas uniquement. Les 35 heures ont aussi été étendues à la fonction publique parce que le gouvernement savait pertinemment que, oui, dans ce secteur, elle créerait de l'emploi. Étendre la RTT à la fonction publique était donc le seul moyen de concrétiser un tant soit peu les propositions mirifiques de départ. Autrement dit, la RTT est principalement un instrument de création d'emplois publics et parapublics. En résumé, le bilan plus que décevant dans le secteur marchand et, par ailleurs, une charge de personnel considérablement accrue dans le secteur public. Si à cela on ajoute des considérations liées à la compétitivité de nos entreprises, le bilan pourrait passer de simplement décevant à carrément négatif.
Je parle au conditionnel parce que l'impact négatif de la RTT sur la compétitivité nationale a certainement été quelque peu atténué par la loi Fillon d'assouplissement des 35 heures du 17 janvier 2003. Mais tout de même, les 35 heures créent un climat et façonnent une image qui, à l'évidence, ne joue pas en notre faveur. Dans tout cela, quelle est la problématique spécifique de l'hôpital? Pas une problématique de compétitivité, bien entendu, mais une problématique beaucoup plus simple d'effectifs et de coûts, alors que les enjeux de l'hôpital ne sont pas que celui-là, vous l'avez dit d'ailleurs les uns et les autres, et Gérard Larcher à l'instant, avec la fougue qu'on lui connaît, c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux et que notre débat ne veut pas être réducteur, mais tout de même, ça fait partie du sujet. Problème d'effectifs d'abord, c'est en 2002 qu'a été instaurée, vous le savez, la RTT dans les hôpitaux. Le gouvernement Jospin avait promis la création de 3 500 postes de médecins, de 45 000 postes non médicaux. En fait, seule une partie de ces postes ont été pourvus. En effet, si globalement la fonction publique hospitalière a cru de 930 000 à 1 130 000, soit plus de 21,5% de 2000 à 2010, pour autant, les recrutements strictement médicaux ont été insuffisants. Le manque de personnel qualifié, d'infirmières par exemple, n'a pas permis à l'hôpital de s'adapter comme il le fallait à la réforme. Autrement dit, la RTT a été imposée à l'hôpital sans avoir été ni préparée ni même accompagnée. Aucun relèvement de numerus clausus. Cette logique a généré nombre de dysfonctionnements dans l'organisation du travail à l'hôpital. De plus, les crédits pour les postes prévus ont souvent été gelés par les hôpitaux en difficulté financière, ce qui m'amène à l'autre problème, celui du coût. Faute de pouvoir être remplacés, de nombreux médecins en cadre ont été dans l'impossibilité de prendre leur jour. Ils les ont donc stockés dans des comptes épargne-temps qui, au fil des ans, n'ont cessé de gonfler. En 2012, on estimait que les praticiens, je crois que vous avez cité le chiffre, avaient amassé environ 2 millions de jours. Certains d'entre eux en avaient jusqu'à 150 ou 200. De leur côté, les personnels non médicaux, principalement les cadres, avaient accumulé un total d'environ 1,2 million de jours. Parce que la loi de 2002 prévoyait que les jours ainsi stockés devaient être soldés dans un délai de 10 ans, un accord cadre a été conclu le 23 janvier 2012 entre les syndicats de praticiens et le ministre de la Santé de l'époque. L'accord imposait que les 20 premiers jours stockés par un médecin soient pris sous forme de congé. Le reste devait être soldé dans un délai de 4 ans. Le médecin a donc le choix entre 3 possibilités. D'abord, primo, il peut décider de prendre ses jours en congé, mais dans ce cas, l'hôpital doit payer un remplaçant pour faire tourner le service, en tout cas dans bien des cas. Secondo, le médecin peut opter pour des points retraite supplémentaires, mais là encore, il y a un coût pour l'établissement qui doit cotiser davantage au régime additionnel de retraite des praticiens. Tertio, le médecin peut obtenir le paiement des jours non pris. Dans ce cas, chaque journée lui est payée à hauteur de 300 € par son hôpital. Pour les personnels non médicaux, chaque journée est facturée à hauteur de 180 €. Dans tous les cas de figure, c'est à l'hôpital de payer une politique de RTT qui n'a rien à voir avec sa mission première. Le surcoût est bien sûr considérable. Il a été évalué en 2012 à 600 millions. Mais bien sûr, le chiffre précis était impossible à établir, car dépendant des choix des personnels concernés. À titre d'exemple, pour l'hôpital de Mulhouse, que je connais bien en tant que président de son conseil de surveillance depuis 25 ans, le coût du compte épargne-temps est estimé à 18 millions d'euros, soit 5% du budget total de l'hôpital de 360 millions d'euros. Ça n'est pas rien. Voilà, vous avez donc pu suivre un débat sur la mise en place des 35 heures à l'hôpital. On se retrouve à 15 h pour les questions cribles.